Croyez-vous qu'un fils puisse être plus cruel qu'un étranger? Je suis Charlotte Dubois, j'ai 70 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais que mon fils Pierre m'aimait. Comme je me trompais. Tout a commencé un matin gris d'octobre ici à Lyon. Le vent froid battait contre les fenêtres de mon petit appartement dans le 5e arrondissement, près du Vieux-Lyon, quand j'ai ressenti une douleur terrible dans la poitrine. C'était comme si quelqu'un serrait mon cœur avec ses mains. Je suis tombée sur le sol de la cuisine, haletante, et j'ai réussi à appeler le SAMU avec mes dernières forces. « Madame, restez calme, nous arrivons », a dit la voix de l'opérateur pendant que je luttais pour respirer. Mon appartement, que j'habitais depuis 40 ans, semblait soudain étranger. Les meubles que j'avais choisis avec tant de soin, les photos de famille sur la cheminée, tout paraissait flou à travers la douleur qui me transperçait. J'ai regardé la photo de Marcel, mon défunt mari, sur la table de chevet, et j'ai murmuré « Pas encore, mon amour. Pas comme ça. » Les minutes ont semblé des heures avant que les secours n'arrivent. Monsieur Gauthier, mon voisin du palier, a ouvert la porte avec ses clés de secours quand les ambulanciers ont sonné. Il avait les yeux inquiets, cet homme gentil de 80 ans qui me demandait toujours des nouvelles quand nous nous croisions dans l'escalier. « Charlotte, ma pauvre. Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé en voyant les ambulanciers me placer sur la civière. « Mon cœur, Albert, je crois que mon cœur a lâché », ai-je répondu faiblement. À l'hôpital Édouard Herriot, les médecins ont confirmé infarctus aigu du myocarde. Docteur Moreau, un homme gentil aux cheveux poivre et sel, a pris ma main et a dit « Charlotte, vous avez eu de la chance. Vous êtes arrivée à temps, mais vous devrez rester hospitalisée au moins 2 semaines pour observation et récupération. » Le service de cardiologie sentait le désinfectant et cette odeur particulière des hôpitaux qui vous rappelle votre mortalité. Mon lit se trouvait près de la fenêtre, d'où je pouvais voir les toits de Lyon et, au loin, la basilique de Fourvière qui veillait sur la ville comme elle avait veillé sur toute ma vie. J'ai immédiatement appelé Pierre, mon fils unique. Il habite à Paris, travaille dans une entreprise de conseil financier. Une vie prospère que j'ai toujours admirée, peut-être trop. « Pierre, mon chéri, je suis à l'hôpital. J'ai fait un infarctus », ai-je dit d'une voix tremblante. « Ah, maman, quelle situation. Écoute, je suis dans une réunion très importante avec des clients japonais. Je peux rappeler plus tard ? Mon cœur, déjà blessé physiquement, a reçu un autre coup. Mais Pierre, j'ai failli mourir. Maman, tu vas bien maintenant, non ? Les médecins s'occupent de toi. Écoute, je dois raccrocher. On se parle plus tard. Et il a raccroché. Je suis restée là, tenant le téléphone, tandis que les larmes coulaient sur mon visage ridé. L'infirmière de garde, une jeune femme brune nommée Sophie, s'est approchée. « Madame Dubois, tout va bien ? Vous avez l'air bouleversée. »« Mon fils, il est très occupé, » ai-je murmuré, essayant de justifier l'injustifiable. « Je suis sûre qu'il viendra dès qu'il le pourra », a-t-elle dit gentiment, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait déjà vu cette situation trop souvent. Cette nuit-là, allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai écouté les bruits de la nuit, les machines qui bipaient, les pas des infirmières dans le couloir, les gémissements occasionnels d'autres patients. J'ai pensé à ma vie, à toutes les fois où Pierre était venu en courant quand il tombait enfant, où je l'avais consolé pendant ses chagrins d'adolescent, où j'avais célébré ses succès universitaires comme s'ils étaient les miens. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le lendemain matin, Camille, ma belle-fille, est arrivée en courant à l'hôpital. Elle avait conduit 4 heures de Paris à Lyon, avec les yeux rouges d'avoir pleuré. « Belle maman. Comment allez-vous ? Pardonnez-moi de ne pas être venue hier, je viens seulement d'apprendre ce matin, » a-t-elle dit en m'embrassant avec une affection authentique. « Mais comment as-tu su, ma chérie ? » Camille a hésité. « J'ai appelé Pierre hier soir pour prendre de vos nouvelles, et il a mentionné de façon désinvolte que vous étiez à l'hôpital. » Désinvolte, Charlotte. Comme si c'était un rhume. Camille avait apporté un bouquet de fraisias,
mes fleurs préférées, celles que Marcel m'offrait chaque anniversaire. Elle avait aussi pensé à apporter ma robe de chambre préférée, celle en velours bleu que j'avais oubliée dans ma précipitation. Je me suis dit que vous auriez besoin de vos affaires personnelles, a-t-elle expliqué en arrangeant délicatement les fleurs dans un vase. Pendant les 14 jours suivants, Camille a été ma seule compagnie constante. Pierre n'est pas venu une seule fois. Il appelait rapidement, des conversations de 2 minutes. « Comment vas-tu, maman ? » ?»« Tant mieux. Je suis très occupée, mais prends soin de toi. » Camille, au contraire, apportait des fleurs fraîches chaque visite, me lisait des livres, nous avons terminé ensemble « L'étranger » de Camus, et nous bavardions sur la vie. Elle m'a raconté ses problèmes dans le mariage, comment Pierre était devenu distant et froid même avec elle. « Charlotte, puis-je vous avouer quelque chose ? Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un étranger. Pierre ne montre d'amour ni pour moi, ni pour ses propres enfants. Emma et Louis demandent toujours pourquoi papa n'a jamais de temps pour eux. Et que leur réponds-tu, ma chérie ? Que papa travaille beaucoup pour nous donner une belle vie. Mais est-ce vraiment une belle vie quand on se sent seul même en famille ? Au cours de ces longues journées d'hôpital, j'ai découvert que Camille était une femme extraordinaire. Professeure de littérature dans un lycée parisien, elle avait une sensibilité artistique que Pierre avait épousée mais jamais vraiment comprise. Elle me parlait de ses étudiants, de ses projets pédagogiques, de sa passion pour l'enseignement. Vous savez, Charlotte, quand j'ai rencontré Pierre, il était différent. Il riait, il s'intéressait aux autres, il avait des rêves au-delà de l'argent. Que s'est-il passé, selon toi ? Paris, je crois. Cette course perpétuelle au succès. Il a oublié qui il était vraiment. Docteur Moreau passait me voir chaque matin. C'était un homme patient, qui prenait le temps d'expliquer chaque procédure, chaque médicament. Un jour, il m'a dit, « Charlotte, votre récupération est remarquable pour votre âge. Mais je m'inquiète pour votre morale. Le soutien familial est crucial dans ces moments. Mon fils est très occupé, docteur. Je vois. Heureusement, vous avez une belle fille merveilleuse. Elle vous aime beaucoup, cela se voit. » Le jour de ma sortie, docteur Moreau est venu me donner les dernières recommandations. « Charlotte, vous allez bien, mais vous avez besoin de soins. Pas d'effort, prenez vos médicaments à l'heure, et surtout, entourez-vous du soutien émotionnel de votre famille. » C'est alors que Pierre est apparu. Enfin. Il est entré dans la chambre avec un sourire forcé, portant un costume coûteux, tenant son iPhone à la main. « Maman. Comment vas-tu ? Je suis venu te chercher. »« Pierre, quelle joie de te voir, » ai-je dit, essayant de dissimuler ma rançéure. Il semblait pressé, consultant constamment sa montre, répondant à des messages sur son téléphone même pendant qu'il me parlait. Camille était là aussi, avec Emma et Louis, mes petits-enfants que j'adorais. Mais alors Emma, ma petite fille de 8 ans, a lâché une phrase qui a glacé mon sang. « Grand-maman, quand est-ce que tu retournes dans cet endroit où tu habitais avant ?» Pierre est devenu rouge. « Emma, tais-toi. »« Quel endroit, ma petite ?» ai-je demandé, confuse. Camille s'est approchée, le visage pâle. « Charlotte, nous devons parler. » Et c'est là que j'ai découvert la vérité la plus choquante de ma vie. Une vérité qui changerait tout pour toujours. Mais ce que j'ai découvert à ce moment-là m'a fait prendre la décision la plus radicale de mes 70 ans. Une décision qui laisserait Pierre sous le choc et me donnerait la vengeance parfaite contre sa cruauté. Vous n'imaginez pas ce que j'étais sur le point de faire, et le billet que j'allais laisser changerait notre famille pour toujours. « Charlotte, » a dit Camille, les larmes aux yeux, « Pierre m'a demandé de ne pas vous le dire, mais je n'arrive plus à mentir. Il a déjà réservé une place pour vous à la maison de retraite Saint-Antoine. Une maison de retraite dans le 3e arrondissement. J'ai senti comme si le monde s'effondrait sur moi. Une maison de retraite ? Mais pourquoi ? Pierre n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Il manipulait nerveusement son téléphone portable. « Maman, c'est pour ton bien.
Tu ne peux plus vivre seul après l'infarctus. Tu as besoin de soins médicaux constants. Mais je peux engager une infirmière, ou tu peux m'aider. Je n'ai pas le temps pour ça, a-t-il répondu sèchement. Ma carrière est à un moment crucial. Je suis en train de conclure des contrats de millions d'euros. Je ne peux pas rester à m'occuper d'eux. Il n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai compris. Il ne pouvait pas rester à s'occuper d'une vieille femme. De sa propre mère. Emma, innocemment, a continué, papa a dit que là-bas tu aurais des petits amis de ton âge pour jouer. Des petits amis. Comme si j'étais une enfant à problème qu'on abandonne. Docteur Moreau, qui était entré pour les formalités de sortie, a froncé les sourcils en entendant cette conversation. Monsieur Dubois, votre mère aura besoin d'un environnement chaleureux et familial pour sa récupération. Les liens affectifs sont essentiels dans le processus de guérison cardiaque. Pierre a forcé un sourire professionnel. Docteur, la maison de retraite que nous avons choisie est excellente. Elle aura tous les soins nécessaires. Ce n'est pas une question de soins médicaux uniquement, a insisté Dr Moreau. L'isolement peut causer des dépressions sévères chez les personnes âgées, ce qui compromet la récupération cardiaque. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, je connais ma mère mieux que vous, a répliqué Pierre d'un ton cassant. Le silence s'est installé dans la chambre. Camille regardait Pierre avec une expression que je n'avais jamais vue, du dégoût pur. Pierre, je t'ai élevé seul après que ton père est mort. J'ai travaillé en double vacation comme professeur pour payer tes études à la Sorbonne. J'ai vendu l'héritage de ma famille pour financer ton premier appartement à Paris. Et maintenant? Maman, c'était dans le passé. Les choses ont changé. J'ai des responsabilités. Des responsabilités, a explosé Camille. Pierre, ta mère a failli mourir. Et tu n'es même pas venu la voir. Quel genre de responsabilité est-ce là? Tu ne comprends pas, Camille. Les affaires ne s'arrêtent pas. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais il a poussé grâce au dévouement de ta mère, a crié Camille, perdant son sang-froid. Sophie, l'infirmière, est entrée à ce moment-là pour apporter mes médicaments et a senti immédiatement l'attention. Excusez-moi, je reviens plus tard, a-t-elle murmuré en repartant rapidement. Pierre a regardé Camille avec froideur. Puisque tu as tant d'opinions, peut-être que tu peux t'occuper d'elle. Le silence a pesé dans la chambre d'hôpital. Camille m'a regardé avec tendresse et a dit, Charlotte, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous à Paris. Nous avons de la place, et les enfants adoreraient avoir grand-maman près d'eux. Pierre est devenu furieux. Absolument pas. Notre maison n'est pas une maison de retraite. En plus, maman sera mieux soignée au Saint-Antoine. Ils ont des infirmières 24 heures sur 24, des activités pour le 3e âge. Des activités comme attendre que la mort arrive, ai-je murmuré. Ne sois pas dramatique, maman. Emma s'est approchée de moi et a pris ma main. Grand-maman, pourquoi papa est en colère? Tu as fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est serré. Non, ma petite. Grand-maman n'a rien fait de mal. Louis, qui était resté silencieux, a dit, Maman, pourquoi grand-maman ne peut pas habiter dans notre maison? Il y a de la place dans ma chambre. Pierre a soupiré avec exaspération. Les enfants ne comprennent pas ces choses d'adultes. Au contraire, a dit Dr Moreau, qui était revenu avec les papiers de sortie. Les enfants comprennent souvent mieux que les adultes ce qui est important dans la vie. Comment va notre famille ici? Charlotte, vous avez un réseau de soutien merveilleux. C'est fondamental pour votre récupération. Pierre a forcé un sourire. Docteur, nous avons déjà tout organisé. Ma mère va dans une maison de repos spécialisée. Je vois. Bien, Charlotte, l'important est que vous vous sentiez aimée et soignée. Le cœur ne guérit pas seulement avec des médicaments, mais avec l'affection. En entendant ces mots, j'ai vu Pierre détourner le regard, mal à l'aise. Nous sommes sortis de l'hôpital en silence.
Pierre conduisait sa BMW noire, Camille assise à côté de lui, moi et les enfants sur la banquette arrière. Emma tenait ma main, Louis, âgé de 5 ans, dormait sur mes genoux. « Grand-maman, tu vas nous rendre visite à la maison de retraite ?» a demandé Emma. « On ne dit pas maison de retraite, Emma. C'est une maison de repos », a corrigé Pierre. « Quelle est la différence, papa ?» Pierre n'a pas répondu. Le trajet vers Saint-Antoine a pris une demi-heure à travers les rues de Lyon. J'ai regardé par la fenêtre les endroits familiers de ma ville, la place Bellecour où Marcel et moi nous promenions le dimanche, la librairie où j'achetais des livres pour Pierre quand il était petit, le café où je prenais mes petits déjeuners avec mes amis retraités. Nous sommes arrivés au Saint-Antoine en fin d'après-midi. Un bâtiment jaune délavé, avec des grilles aux fenêtres et une odeur de désinfectant qui se sentait même depuis la rue. Un panneau discret à l'entrée indiquait « Maison de retraite Saint-Antoine, soins pour personnes âgées ». La directrice, Madame Rousseau, nous a reçus avec un sourire professionnel. C'était une femme d'âge moyen, impeccablement habillée, avec cette courtoisie froide typique des institutions. « Monsieur Dubois, tout est prêt pour recevoir Madame Charlotte. Sa chambre est au 2e étage, vue sur la cour. Très aérée. Nous avons monté les escaliers. Les murs étaient peints d'un vert pâle institutionnel, décorés de quelques reproductions bon marché de paysages de Provence. L'odeur de désinfectant était plus forte à l'intérieur, mélangée à d'autres odeurs que je préférais ne pas identifier. La chambre était petite, impersonnelle, avec un lit d'hôpital, un fauteuil usé et une petite table. Sur le mur, un crucifix en plastique. La fenêtre donnait sur une cour bétonnée où quelques personnes âgées se promenaient lentement, certaines avec des déambulateurs. « Voici votre nouvelle maison, Charlotte », a dit Madame Rousseau avec enthousiasme forcé. « Nous avons des activités tous les jours, loto le lundi, chorale le mercredi, gymnastique douce le vendredi. »« Et si elle ne veut pas participer ?» a demandé Camille. « Oh, nous encourageons fortement la participation. C'est bon pour le moral de nos résidents. » Pierre regardait déjà sa montre. « Bon, maman, ici tu seras bien. Je dois retourner à Paris aujourd'hui encore. Tu ne restes pas pour m'aider à m'installer ? J'ai une réunion tôt demain matin. Des clients importants. Toujours les clients importants. Toujours les réunions. Jamais sa mère. » Camille a commencé à défaire ma petite valise, rangeant mes affaires avec soin dans l'armoire métallique. « Charlotte, j'ai mis vos livres préférés ici, et votre châle en laine là. » Emma explorait la chambre, curieuse. « Grand-maman, pourquoi ton lit a des barres comme à l'hôpital ? » « C'est pour que grand-maman ne tombe pas pendant qu'elle dort, » a expliqué Camille gentiment. Louis s'est réveillé et a demandé « Papa, pourquoi grand-maman ne peut pas dormir dans un lit normal comme nous ? » Parce qu'elle a besoin de soins spéciaux, fils. Mais maman s'occupe de nous quand nous sommes malades. Pourquoi elle ne peut pas s'occuper de grand-maman ? La question innocente de Louis a résonné dans la chambre comme une gifle au visage de Pierre. Assez de questions. Nous partons. Je dois retourner à Paris aujourd'hui encore. Il m'a donné un baiser rapide, sans émotion. Prends soin de toi, maman. Je viendrai te voir quand je pourrai. Quand je pourrai. Pas bientôt. Pas la semaine prochaine. Quand je pourrai. Camille m'a serré fort dans ses bras, chuchotant à mon oreille, « Pardonnez-moi, Charlotte. J'ai essayé d'empêcher ça, mais il ne m'écoute plus. Je promets que je viendrai vous voir toutes les semaines. » Les enfants m'ont donné des baisers d'adieu. Emma a dit, « Grand-maman, ne sois pas triste. Papa a dit qu'ici tu vas te faire de nouveaux amis. » Et ils sont partis. Je suis restée seule dans cette chambre froide, regardant par la fenêtre la cour où quelques personnes âgées marchaient lentement, comme des fantômes perdus. Madame Rousseau est revenue avec des papiers. « Charlotte, voici votre emploi du temps. Le dîner est à 18h30, extinction des feux à 21h. Petit déjeuner à 7h30. Et si je ne veux pas me lever à 7h30 ? Oh,
Nous respectons les rythmes de chacun, mais la routine est importante pour l'adaptation. Cette nuit-là, allongée dans le lit étranger, j'ai écouté les bruits de la maison de retraite, les ronflements de Madame Lefebvre, ma compagne de chambre âgée de 80 ans avec démence qui m'appelait « Marie » et insistait que j'étais sa sœur morte il y a 20 ans, les pas des infirmières de nuit dans le couloir, les plaintes occasionnelles d'autres résidents. « Marie, pourquoi tu ne me parles plus » murmurait Madame Lefebvre dans l'obscurité. « Je ne suis pas Marie » chuchotai-je. « Bien sûr que tu es Marie. Tu as toujours été têtue. » J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ma vie. À tous les sacrifices que j'avais faits pour Pierre. À toutes les nuits où j'avais travaillé tard pour corriger des copies et gagner un peu plus d'argent pour ses études. À toutes les fois où j'avais dit non à mes propres désirs pour dire oui aux siens. Et maintenant, j'étais là. Abandonnée dans un endroit qui sentait la mort et l'oubli. Mais à ce moment-là, dans l'obscurité de cette chambre étrangère, j'ai pris une décision. Pierre m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de lui, mais je ne serais plus un fardeau sur sa conscience. J'avais un plan. Un plan qu'il n'imaginerait jamais. Mais vous n'avez aucune idée de ce que je planifiais. Le lendemain matin, je ferais quelque chose qui changerait complètement le cours de cette histoire. Quelque chose qui laisserait Pierre en choc total et lui enseignerait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le billet que j'allais laisser ne serait que le début de ma vengeance parfaite. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, quand la maison de retraite dormait encore. L'odeur de médicaments et de vieillesse imprégnait l'air. J'entendais le ronflement de Madame Lefebvre, ma compagne de chambre, une dame de 80 ans atteinte de démence qui m'appelait « Marie » et insistait que j'étais sa sœur morte il y a 20 ans. J'avais passé la nuit éveillée, planifiant chaque détail. Pendant des années, j'avais économisé de l'argent dans un compte secret que Pierre ignorait. L'argent des cours particuliers que je donnais aux voisins, de petites économies sur ma retraite. J'avais assez pour vivre indépendamment pendant un bon moment. Je me suis levée en silence, j'ai mis mon manteau le plus chaud, celui bleu marine que Camille m'avait offert à Noël dernier, et j'ai commencé à ranger mes quelques affaires dans une petite valise. Je n'avais pas grand-chose, quelques vêtements, mes livres préférés, la photo de mon défunt mari Marcel, et le bijou le plus précieux, les lettres que Pierre m'écrivait quand il étudiait à Paris, lettres pleines d'amour et de gratitude qui résonnaient maintenant comme des mensonges. En rangeant ces lettres, j'en ai relu une, datée de ses 20 ans. Ma chère maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Sans toi, je ne serais rien. Quand je serai grand et que j'aurai réussi, je te donnerai la plus belle vie du monde. Tu mérites tout l'amour du monde. Ton fils qui t'aime infiniment, Pierre. Ces mots me faisaient mal maintenant. Qu'était devenu ce jeune homme plein d'amour? Puis je me suis assise à la petite table et j'ai écrit le billet qui changerait tout. Mon cher fils Pierre, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Pas pour le ciel, comme tu le préférerais peut-être, mais pour une nouvelle vie loin de toi. Tu m'as amené dans cet endroit comme on jette un meuble usagé, sans considérer que j'ai des sentiments, de la dignité et le droit de choisir mon propre destin. Tu as oublié que je suis la femme qui t'a bercé quand tu faisais des cauchemars, qui a vendu mon héritage pour payer tes études, qui a travaillé jusqu'à 65 ans pour ne jamais rien te faire manquer. J'ai découvert hier, en parlant avec Madame Rousseau, que tu ne paies que 6 mois d'avance pour la maison de retraite. Après ça, si je meurs ou que je n'arrive plus à payer, c'est mon problème. Quelle planification soigneuse, n'est-ce pas? Mais sois sûr d'une chose, je ne mourrai pas ici, oublié et abandonné. J'ai assez d'argent pour vivre avec dignité, et une belle fille qui m'aime plus que mon propre fils. Ne me cherche pas. Tu as perdu ce droit quand tu as choisi ta carrière plutôt que ta mère. Peut-être qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu. J'espère que tes réunions importantes et tes contrats de millions t'apporteront de la chaleur dans ta vieillesse, parce que je ne serai pas là. Adieu, Pierre. Occupe-toi tout seul, puisque c'est ce que tu fais le mieux. Charlotte, ta mère, qui t'a un jour aimé plus que sa propre vie. J'ai laissé le billet sur le lit, bien visible. J'ai pris ma valise et je suis sortie de la chambre à 6 heures du matin.
Les couloirs étaient vides, seulement quelques infirmières somnolentes qui faisaient le changement d'équipe. « Madame Charlotte, où allez-vous si tôt ?» a demandé Sylvie, une infirmière jeune et sympathique que j'aimais bien. « Faire un tour dans le jardin, ma chérie. J'ai besoin d'air frais. Mais il fait très froid dehors. » Je suis bien couverte, j'ai souri, montrant mon manteau. « D'accord, mais ne restez pas trop longtemps. Et si vous ne vous sentez pas bien, appelez-nous immédiatement. » Bien sûr, ma petite. En sortant, j'ai croisé Monsieur Bertrand, un résident de 85 ans qui se levait toujours très tôt pour regarder le lever du soleil. « Bonjour Charlotte. Belle matinée, n'est-ce pas ? » « Très belle, Monsieur Bertrand. Profitez-en bien. Vous allez quelque part ? » « Oui, vers une nouvelle vie. » Il a ri, pensant que je plaisantais. Ah, l'optimisme. C'est ce qui nous maintient jeunes. Je suis sortie par la porte de derrière, qui donnait directement sur une petite rue latérale. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à la station de métro Gare Pardieu. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de liberté. En chemin, j'ai observé Lyon qui se réveillait. Les boulangers ouvraient leurs portes, l'odeur du pain frais se mélangeait à l'air froid du matin. Des employés pressés se dirigeaient vers le métro, des étudiants avec leurs sacs à dos couraient vers l'université. La vie normale, la vie que j'avais le droit de vivre. Arrivé à la station, j'ai appelé Camille depuis le téléphone public. « Allô ? Charlotte ? Quelle heure est-il ? Tout va bien ? Camille, ma chérie, je dois te raconter quelque chose. Je suis sortie de la maison de retraite. » « Comment ça, sortie ? Charlotte, dites-moi où vous êtes. » « Je suis à la gare. Je vais prendre le premier train pour Paris. Puis-je rester chez vous quelques jours ? Juste le temps de m'organiser. » « Bien sûr que vous pouvez. Mais Pierre va être furieux. » « Laisse Pierre être furieux. J'en ai assez de vivre pour sa colère. » « Charlotte, vous êtes incroyable. Venez vite, je vais préparer du café et des croissants. Les enfants vont être euphoriques. J'ai acheté mon billet au guichet. L'employé, une jeune femme souriante, m'a demandé, « Un aller simple ou aller-retour, madame ? » « Un aller simple. Je ne reviendrai pas. » « Très bien. Bon voyage. » Le train pour Paris partait à 7h30. Pendant les 2 heures de voyage, j'ai regardé le paysage français par la fenêtre, champ vert, petite ville, la vie qui se déroulait dehors pendant que je renaissais à 70 ans. Un couple âgé était assis en face de moi. Ils se tenaient la main, partageaient un thermos de café, riaient doucement ensemble. Voilà ce que j'avais eu avec Marcel, voilà ce que j'aurais voulu garder avec mes enfants. « Vous allez à Paris pour le travail ?» m'a demandé la dame. « Non, pour ma nouvelle vie », j'ai répondu avec un sourire. Comme c'est merveilleux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard. Exactement. Je suis arrivée à la gare de Lyon à 9h30. Camille m'attendait avec un sourire énorme et les yeux embués de larmes. « Charlotte, vous l'avez vraiment fait. » « Je l'ai fait, ma chérie. Et je me sens plus vivante que ces 10 dernières années. » Nous avons pris un taxi jusqu'à l'appartement à Montmartre. En traversant Paris, j'ai observé cette ville que j'avais toujours aimée mais où je n'avais jamais vraiment vécu. Les boulevards larges, les cafés qui s'animaient, les gens qui vivaient leur vie librement. « Charlotte, j'ai une surprise pour vous », a dit Camille dans le taxi. « Quoi donc ? » J'ai déjà regardé quelques appartements à louer dans le quartier. Des petits studios adorables, abordables. Si vous voulez vraiment rester à Paris. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Tu as fait ça pour moi ? Vous êtes ma famille, Charlotte. La vraie famille. Emma et Louis ont crié de joie quand ils m'ont vue. Grand-maman. Tu es venue nous rendre visite. Ce n'est pas une visite, mais petit. Je vais rester un moment avec vous. Pour toujours, a demandé Emma avec espoir. Peut-être pas pour toujours, mais pour longtemps.
Camille avait préparé un petit déjeuner merveilleux. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, qui donnait vue sur le Sacré-Cœur, et pour la première fois en semaine, j'ai goûté au bonheur. Charlotte, racontez-moi tout. Comment avez-vous réussi à sortir sans que personne ne vous voie? J'ai raconté ma fuite matinale, le billet que j'avais laissé, la sensation de liberté que j'avais ressentie dans le train. Et maintenant? Quel est le plan? Je vais chercher un petit appartement ici à Paris. Je veux rester près de vous, des enfants. J'ai assez d'argent pour vivre modestement, mais avec dignité. Pierre va avoir une crise cardiaque quand il découvrira qu'il en est une. Je ne suis plus responsable des émotions de mon fils. Qu'il apprenne à gérer les conséquences de ses propres actes. Louis, qui mangeait ses céréales, a levé les yeux. Grand-maman, pourquoi papa ne t'aime pas? La question innocente m'a transpercé le cœur. Papa m'aime, mon petit. Mais parfois les adultes oublient comment montrer leur amour. Comme quand je suis fâchée contre Emma mais que je l'aime quand même? Exactement comme ça, mon trésor. Emma a ajouté, mais toi, grand-maman, tu nous montres toujours que tu nous aimes. Parce que l'amour, ça se partage. Plus on en donne, plus on en a. Il était presque 11 heures quand le téléphone de Camille a sonné. Pierre. Réponds, j'ai dit. Voyons comment il réagit. Allô, Pierre? Au accent grave et ma mère, a-t-il crié de l'autre côté de la ligne, si fort que nous pouvions l'entendre. Elle est ici avec moi. Comment ça, là avec toi? Elle devrait être à la maison de retraite. Elle s'est enfuie, Pierre. Elle a laissé un billet et elle est venue ici. Silence total de l'autre côté. Puis, sa voix, plus basse et dangereuse, passe là au téléphone. Maintenant. Camille m'a regardé. J'ai fait signe que non. Elle ne veut pas vous parler, Pierre. Comment ça elle ne veut pas me parler? C'est ma mère. Exactement. C'est votre mère. Et regardez comment vous la traitez. Camille, tu ne comprends pas. Cette femme manipule. Elle a toujours été dramatique. Maintenant elle utilise sa maladie pour attirer l'attention. Pierre, écoutez-vous? Vous parlez de la femme qui vous a élevé, qui a sacrifié sa vie pour vous. Écoute-moi bien, Camille. Tu vas me la ramener immédiatement, ou j'appelle la police. La police? Pourquoi faire? Pour ramener une femme libre de 70 ans chez elle? Pour ramener une personne âgée désorientée qui pourrait se faire du mal. Mais je n'ai pas répondu à ce téléphone. Et la réaction de Pierre à mon billet était encore plus choquante que ce que j'imaginais. Il a fait quelque chose qui a complètement changé notre relation, quelque chose qui a prouvé définitivement le type d'homme qu'était devenu mon fils. Et moi, eh bien, j'étais loin d'avoir terminé ma leçon pour lui. J'ai pris le téléphone des mains de Camille. Pierre respirait lourdement de l'autre côté de la ligne. Maman, tu es devenue folle? Tu sais l'embarras que tu m'as causé? La directrice de la maison de retraite m'a appelé hystérique. Il pensait que tu étais morte. Dommage que je ne sois pas morte, n'est-ce pas Pierre? Ce serait plus pratique pour toi. Arrête ce drame. Tu vas retourner à la maison de retraite tout de suite. J'ai déjà appelé une ambulance. Une ambulance? Pourquoi faire? Pour venir te chercher là. Évidemment tu as une sorte de crise post-infarctus. Personne de ton âge n'abandonnerait un endroit sûr pour aller vivre dans la rue. Camille m'a arraché le téléphone des mains. Pierre, tu as perdu la tête? Ta mère n'a aucune crise. Elle est lucide et a pris une décision consciente. Camille, tu ne te mêles pas de ça. C'est une affaire de famille. Je suis de la famille. Contrairement à toi, qui a abandonné ta propre mère quand elle en avait le plus besoin. Camille, tu es manipulée par elle. Ma mère a toujours été dramatique. Maintenant elle utilise sa maladie pour attirer l'attention. J'ai repris le téléphone. Je tremblais,
mais pas de peur, d'indignation. Pierre, écoute bien ce que je vais te dire. Je ne retourne pas dans cette maison de retraite. J'ai trouvé un petit appartement dans la rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. J'ai déjà payé 3 mois d'avance. J'ai assez d'argent pour vivre indépendamment. Quel argent? Tu n'as pas d'argent. Ah, mais j'en ai. Tu te rappelles les cours particuliers que je donnais? Les économies de ma retraite que tu ne t'es jamais soucié de savoir comment je les dépensais? J'ai gardé chaque centime en pensant aux urgences. Eh bien, l'urgence est arrivée, et c'est toi. Pierre est resté silencieux quelques secondes. Puis il a explosé: tu commets une grave erreur. Quand cet argent sera fini, ne viens pas pleurer chez moi. Ne t'inquiète pas. Je ne demanderai jamais d'aide à quelqu'un qui me considère comme un fardeau. Tu sais quoi? Parfait. Vis ta vie indépendante. Mais quand tu auras besoin de moi, tu te souviendras de cette conversation. Et il a raccroché. Camille m'a embrassé. Charlotte, vous avez été incroyable. Dans les semaines suivantes, je me suis installée dans mon nouvel appartement. Il était petit, mais douillet, une chambre, salon, cuisine et salle de bain. Il se trouvait au 4e étage, sans ascenseur, ce qui était un défi pour mon âge, mais aussi un exercice quotidien qui me maintenait active. L'appartement avait du caractère, de vieilles poutres au plafond, des fenêtres qui donnaient sur une petite cour pavée où des enfants jouaient l'après-midi, des voisins sympathiques qui me saluaient dans l'escalier. Madame Garcia, ma voisine espagnole de 65 ans, m'a apporté une paella le jour de mon emménagement. Bienvenue dans le quartier, Charlotte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Monsieur Chen, un homme âgé d'origine chinoise qui habitait au rez-de-chaussée, m'a aidé à porter mes courses lourdes. L'escalier est dur pour nous les anciens, mais ça maintient en forme, disait-il en riant. Camille me rendait visite 3 fois par semaine avec les enfants. Emma et Louis adoraient venir chez moi, m'aider à cuisiner, écouter mes histoires. Je me sentais utile à nouveau, pas un poids. Grand-maman, tu peux nous apprendre à faire des crêpes comme maman? Demandait Emma. Bien sûr, ma chérie. Et vous, vous m'apprenez vos chansons d'école. Pierre n'a plus donné de nouvelles. Comme si j'étais morte pour lui. Mais alors, 2 mois plus tard, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Camille est arrivée chez moi un après-midi pluvieux de décembre, les yeux rouges d'avoir pleuré. Charlotte, je dois vous raconter quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pierre, il est ruiné. Comment ça, ruiné? Les investissements qu'il a faits avec les clients japonais ont mal tourné. Il a tout perdu. Des millions d'euros. L'entreprise le poursuit pour négligence. Nous allons perdre la maison, la voiture, tout. J'ai ressenti un mélange de choc, de satisfaction. La vie enseignait à Pierre une leçon que je n'aurais jamais pu lui donner. Et maintenant? Il est désespéré. Il boit beaucoup, n'arrive pas à dormir. Les enfants demandent pourquoi papa est toujours en colère. Camille, vous pouvez rester chez moi. Mon appartement est petit, mais... Charlotte, vous êtes un ange. Mais il y a autre chose. Quoi d'autre? Pierre veut vous voir. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Après 2 mois à m'ignorer? Il est différent. Brisé. Hier soir il a pleuré, Charlotte. Pour la première fois depuis que je le connais, j'ai vu Pierre pleurer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il répétait, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Et puis il a murmuré votre nom. Maman, j'ai besoin de maman. Mon cœur s'est serré malgré moi. Une semaine plus tard, Pierre est apparu à ma porte. Je n'ai pas reconnu l'homme devant moi. Maigre, barbu, les yeux cernés, des vêtements froissés. L'exécutif Prosper avait disparu. Maman. Entre, Pierre. Il s'est assis sur mon petit canapé et est resté silencieux pendant de longues minutes. Je lui ai préparé du thé, comme quand il était enfant et qu'il avait de la peine.
J'ai tout perdu, maman. Je sais. La maison, la voiture, mon emploi. Camille va me quitter. Les enfants me regardent avec peur. J'ai attendu qu'il continue. Tu sais ce qui est le plus drôle? Quand j'étais au sommet, je pensais que je n'avais besoin de personne. Que j'étais autosuffisant. Que les gens comme toi étaient des faiblesses que je ne pouvais pas me permettre. Et maintenant? Maintenant j'ai découvert ce que c'est d'être vraiment seul. Ce que c'est de n'avoir personne pour te serrer dans ses bras quand le monde s'écroule. Pierre a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage non rasé. Maman, j'ai été le pire fils du monde. Quand tu as failli mourir, j'ai seulement pensé à comment ça dérangerait mon agenda. Quand tu as eu besoin de moi, je t'ai abandonné. Et maintenant tu as besoin de moi, j'ai complété. Il a hoché la tête, incapable de parler. Je me suis levée, je suis allée vers lui et, pour la première fois en années, j'ai tenu le visage de mon fils dans mes mains. Pierre, mon chéri, je suis ta mère. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as dit, les choix que tu as pris, je serai toujours ta mère. Mais comment peux-tu me pardonner? Parce que l'amour d'une mère n'a pas de condition. Mais le respect, lui, doit être reconquis. Comment? Comment puis-je reconquérir ton respect? En devenant l'homme que tu étais censé être. En te rappelant les valeurs que je t'ai enseignées. En choisissant l'amour plutôt que l'ambition. Pierre a passé les mois suivants à reconstruire non seulement sa vie financière, mais surtout sa vie émotionnelle. Il a trouvé un emploi simple dans une petite entreprise, gagné un tiers de ce qu'il gagnait avant, mais il était présent pour sa famille. Il me rendait visite chaque semaine, non par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment ma compagnie. Nous parlions de tout, ses peurs, ses regrets, ses projets d'avenir. Maman, comment as-tu réussi à me pardonner si facilement? Ce n'était pas facile, Pierre. Mais la colère consume celui qui la ressent, pas celui qui l'a causée. J'ai choisi la liberté du pardon. Tu m'as sauvé en sortant de cette maison de retraite. Si tu étais resté là, je n'aurais jamais appris cette leçon. Parfois, nous devons partir pour que les gens réalisent notre valeur. Un jour, Pierre m'a apporté une surprise. Maman, j'ai une proposition. Laquelle? J'ai trouvé un appartement plus grand, près de chez nous. Pas pour que tu viennes habiter avec nous, mais pour que tu aies ton espace et sois proche de ta famille. Je veux t'aider à le payer, non par pitié, mais par amour. J'ai été ému par cette proposition. Pierre, tu n'as pas beaucoup d'argent maintenant. Justement. Maintenant je sais ce qui est vraiment important. Et tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. 6 mois plus tard, Pierre a organisé une fête d'anniversaire pour mes 71 ans. Une fête simple, dans mon nouvel appartement plus spacieux, mais pleine d'amour véritable. Camille avait préparé mon gâteau préféré, un gâteau au chocolat avec des framboises. Emma et Louis m'ont donné des dessins qu'ils avaient faits à l'école, des maisons avec toute la famille souriante devant. Pierre m'a remis une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. C'était une lettre manuscrite, avec l'écriture soignée que je lui avais enseignée dans l'enfance. Maman, aujourd'hui tu as 71 ans, et je veux te remercier pour le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, une seconde chance. Quand tu t'es enfui de cette maison de retraite, tu ne sauvais pas seulement ta propre dignité. Tu me sauvais de devenir un homme que je n'aurais pas pu regarder dans le miroir. Merci de m'avoir appris que le succès sans amour est un échec. Que l'argent sans famille est la misère. Qu'être fils n'est pas un fardeau, mais un privilège. Je promets que je ne te décevrai plus jamais. Non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que moi j'ai besoin de toi. Je t'aime, maman. Pour toujours ton fils, Pierre. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Mais c'était des larmes de joie, de plénitude. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'habite dans un bel appartement que Pierre m'a aidé à choisir. Non par pitié, mais par amour.
Je m'occupe de mes petits-enfants 2 fois par semaine, je donne des cours de français aux immigrants dans une ONG du quartier, j'ai une vie pleine et indépendante. Pierre a appris la leçon la plus importante de la vie, qu'abandonner ceux qui nous aiment, c'est nous abandonner nous-mêmes. Et moi j'ai appris que parfois nous devons partir pour que les gens réalisent notre valeur. Emma, qui a maintenant 10 ans, m'a dit l'autre jour, « Grand-maman, je veux être comme toi quand je serai grande. » Forte et courageuse. Et moi, ma chérie, je veux que tu sois encore mieux que moi. Que tu n'oublies jamais ceux qui t'aiment. Louis, maintenant âgé de 7 ans, vient toujours m'aider à cuisiner le dimanche. Grand-maman, papa dit que tu lui as appris à être un bon papa. Papa apprend tout seul, mon trésor. Moi, je lui ai juste rappelé ce qu'il savait déjà. Pierre et Camille ont renforcé leur mariage. L'adversité les a rapprochés au lieu de les séparer. Ils ont appris que l'amour véritable ne se mesure pas en euros, mais en présence, en attention, en tendresse. Un soir, pendant que nous dînions tous ensemble dans mon appartement, Pierre a levé son verre de vin, « Je veux porter un toast. »« À quoi ?» a demandé Camille. « À la femme la plus forte que je connaisse. À celle qui m'a appris que partir peut être un acte d'amour. À ma mère, qui a eu le courage de m'abandonner pour me sauver. » Nous avons tous pleuré ce soir-là. Mais c'était des larmes de bonheur. La vie m'a enseigné que la plus grande vengeance contre ceux qui nous blessent n'est pas la colère, c'est le bonheur. Et aujourd'hui, à 73 ans, je peux dire avec certitude, je suis profondément heureuse. Parfois, je pense à cette matinée où je me suis enfuie de la maison de retraite. Si j'étais restée, Pierre n'aurait jamais changé. Il aurait continué sa vie égoïste, pensant que l'amour était acquis, que la famille était un dû. Mais en partant, je lui ai donné la plus grande leçon de sa vie, que l'amour se mérite, que la famille se chérit, et que parfois, pour sauver quelqu'un, il faut avoir le courage de le perdre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Parfois, le courage de partir est le premier pas pour enseigner aux gens ce qui compte vraiment dans la vie. L'amour ne se quémande pas, il se respecte. Et le respect, ça se gagne. Vous savez ce qui m'a le plus marqué dans ce parcours? Découvrir qu'à 70 ans, j'avais encore des choix. Que l'âge ne nous enlève pas le droit d'être respecté, d'avoir de la dignité, de recommencer. Quand j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, sentant mon cœur lâcher, j'ai pensé que c'était la fin. Mais ce n'était pas la fin de ma vie, c'était la fin de mon illusion. L'illusion que sacrifier tout pour les enfants garantissait un amour éternel. L'illusion qu'être mère me protégeait de l'abandon. Combien d'entre vous vivent des situations similaires en ce moment même? Se sentent invisibles dans leur propre famille? Sont traités comme un poids, un problème à résoudre? Entendent des murmures sur « que faire avec grand-maman ?» Voient des enfants qui n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent quand vous avez besoin d'eux? Je sais que beaucoup d'entre vous sont là, retenant leurs larmes, se demandant où elles ont échoué. Où est passée la femme forte que vous étiez? Où le respect que vous méritiez s'est-il transformé en tolérance? Je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas un vieux meuble qui encombre. Vous êtes des femmes qui avez construit des familles de vos propres mains, qui avez sacrifié vos rêves pour réaliser les rêves des autres, qui avez donné chaque goutte d'amour que vous aviez dans le cœur. Et cela a de la valeur. Cela mérite le respect. Cela mérite la révérence. Vous savez combien de nuits blanches j'ai passé à soigner Pierre quand il avait de la fièvre? Combien de fois j'ai renoncé à acheter une robe pour payer ses livres? Combien de fois j'ai avalé ma tristesse pour lui donner de la force? Et à la fin, quand j'étais fragile, quand j'avais besoin de cette même dévotion, il m'a traité comme un inconvénient. C'est pourquoi je vous demande, et je veux que vous réfléchissiez profondément, qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous resté dans cette maison de retraite, résigné, acceptant l'abandon comme un destin? Auriez-vous laissé la gratitude de vos enfants devenir juste un souvenir du passé? Ou auriez-vous trouvé, au fond de votre âme, cette force que vous avez toujours eue, ce courage que vous avez utilisé tant de fois pour protéger la famille, et l'auriez-vous utilisé pour vous protéger vous-même?
J'ai choisi de partir. Pas par vengeance, mais par amour-propre. Parce que j'ai compris que parfois, pour sauver ceux qu'on aime, il faut avoir le courage de se sauver soi-même d'abord. Écrivez dans les commentaires vos histoires. N'ayez pas peur de vous ouvrir, de pleurer à travers les mots, de partager cette douleur que nous portons souvent seuls. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cet abandon? Combien ont découvert qu'elles avaient élevé des enfants ingrats? Combien ont dû enseigner à leurs propres enfants ce qu'est la gratitude? Combien se sentent seuls même entourés de famille? Ici nous nous comprenons. Ici vous n'êtes pas seuls. Ici chaque larme a de la valeur, chaque histoire compte, chaque douleur est reconnue. Vous n'imaginez pas combien de femmes comme nous existent, cachant leur tristesse derrière un sourire, faisant semblant que tout va bien quand intérieurement le cœur est en morceaux. Vos témoignages peuvent être l'étreinte dont une autre femme a besoin en ce moment. Peuvent être la force dont une mère abandonnée a besoin pour prendre une décision courageuse. Peuvent être la preuve que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte pour la dignité. Racontez-moi, vous êtes-vous déjà senti jetable dans votre propre famille? Avez-vous déjà entendu un enfant dire que vous êtes compliqué quand tout ce que vous avez fait, c'est trop aimé? Vous êtes-vous déjà demandé si tous les sacrifices en valaient la peine? Avez-vous déjà pensé à partir, à montrer votre valeur par l'absence? Et si cette histoire vous a touché, si vous avez trouvé un peu de vous-même dans mon parcours, si vous avez vu vos propres larmes dans mes mots, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici nous partageons plus que des histoires, nous partageons la force quand nous pensons n'en plus avoir, le courage quand la peur paralyse, et la certitude absolue qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. Ici vous trouverez des histoires de femmes comme nous, qui ont choisi la dignité plutôt que la résignation. Qui ont choisi l'amour propre plutôt que l'acceptation silencieuse. Qui ont découvert que le troisième âge peut être le moment le plus puissant de nos vies. Vous méritez un amour véritable, pas seulement de la tolérance. Vous méritez un respect authentique, pas seulement de la pitié. Vous méritez une gratitude sincère, pas seulement de l'obligation. Et n'oubliez jamais, jamais cela. Parce que tant qu'il y a de la vie en vous, il y a la possibilité d'être valorisé comme vous le méritez. N'acceptez pas les miettes d'amour. Vous valez le banquet entier.